Eh bien, bonjour, nous sommes à Trolls et Légendes, convention à Mons en Belgique, et nous sommes avec Loïc Musi. Bonjour. Ouais, que ça fait longtemps qu'on vous suit, on te suit. Oui, ça fait longtemps qu'on essaye de, Ouais, de se trouver voilà, c'est pour ça. discuter. C'est-à-dire que tu es très sollicité avec tout ce que tu fais, etc. au niveau des classes. Alors, tu es illustrateur, mais avant de parler de auteur de jeux de rôle, mais avant de parler un petit peu de ton actualité, si tu veux bien nous dire un petit ton cursus d'influence. Comment alors, d'abord le jeu de rôle, est-ce que pour toi déjà c'est une passion dès le plus jeune âge? Non. Non. Moi, je suis tombé dans le jeu de rôle assez. Enfin, je suis même pas tombé. J'ai été initié au jeu de rôle via un très bon ami à moi qui s'appelle Sébastien, qui est connu sous le nom de Monsieur Alceste, qui fait des actual plays. Il y a une quinzaine d'années, parce que je peignais dans une boutique de figurines et il organisait une table de jeu de rôle. Il m'a dit, bah vas-y, viens, on fait du jeu de rôle. Et à l'époque, vu que j'avais pas beaucoup d'argent, JDR c'est pratique, ça coûte moins cher que la figurine. Ouais. Et je suis tombé, enfin, voilà, j'ai fait quelques campagnes avec lui. On a fait du Tri-Bait, du No Armies, et plein d'autres trucs. Je crois qu'on a fait du Cops, voilà. Mais ça n'a jamais été une passion. C'est-à-dire qu'il y a jamais le côté je me ferais bien du jeu de rôle. D'accord. Moi, je suis vraiment. Par contre, je suis tombé dans la figurine vers entre mes 9 et mes 10 ans. D'accord. Voilà. Figurine fantastique, voilà. Ouais. Donc, pouce pichou, comme on dit, wargame. Je passais la porte d'un game workshop après avoir fait un peu de maquette avec mon père. Et je me suis jamais arrêté. Ouais. Jusqu'à faire des illus pour Game Workshop, faire des designs de figurines. Je travaillais sur la gamme Eden les 3 premières années. Ouais. Travaillais pour Monolith, pour Mythic Games, pour pas mal d'entreprises qui font de la figurine, que ce soit pour le jeu de société ou de la figurine de Wargame. D'accord. Voilà. Ok. Donc au niveau de ton cursus universitaire, tu as fait quoi comme étude? Moi j'ai fait un CAP de décorateur verrier. Ouais. J'ai fait un pré-apprentissage, un apprentissage de mes 14 ans, mes 18 ans, Ouais. où j'ai appris le monde de la pâte de verre dans un atelier de plasticien, artiste qui utilisait le verre comme médium. Et avant, j'ai fait mon pré-apprentissage chez Dôme, qui est une cristallerie. Et voilà. Et à 18 ans, j'avais mon diplôme. C'était la crise. Ouais. C'est la crise de 2008. Et je me suis dit, bah non, je vais faire autre chose parce que ça va pas très bien. Donc je suis allé bosser chez McDo parce que je trouvais pas grand chose. Et en parallèle, j'ai découvert l'illustration. D'accord. T'es un peu autodidacte en fait, quoi. Je dessinais déjà depuis longtemps. Ouais. Et vu que j'avais grandi avec les univers fantastiques, j'avais quand même une appétence pour ça. Ouais. Et puis figurines, ensuite un design de figurines. Donc là, je réalisais un rêve de gosse. Ouais. Et puis ensuite, je commençais à bosser sur la gamme Delta Green. Je suis rentré après chez Son Détour en tant que salarié. Je suis parti en 2017-2018, j'avais plus trop les dates. Je suis parti dans une entreprise de jeux de société aussi en tant que salarié, donc en tant qu'illustrateur et directeur artistique. En 2020, il y a le Covid, mais avant, j'avais commencé à déménager pour partir vivre à Paris pour suivre la personne avec qui je partage ma vie. Et maintenant, quand je suis arrivé là-bas, après une remise en question, où je me suis demandé si j'allais pas arrêter complètement l'illustration, Chaosium m'a dit hey, on t'aime bien, tu viens bosser chez nous. Donc Chaosium m'a embauché, là ça fait 3 ans, 3 ans et demi que je suis en interne chez Chaosium, en in-house, avec d'autres illustrateurs, que ce soit Ozzy et des graphistes, etc. Donc je fais de l'illustration, de la recherche et développement et un petit peu de direction artistique, mais à la marge. Donc c'est plutôt de la direction artistique participative où on est plusieurs, même si je commence à revenir à. Enfin, j'aime pas trop être le grand Manitou. En fait, surtout parce qu'il y a aussi des gens avec qui j'aime pas trop dialoguer dans le monde de l'édition, tout ce qui est distributeur, communication, c'est des trucs qui m'éclatent moins. Donc j'aime bien avoir une direction artistique horizontale, comme je dis, où tout le monde participe en fonction de ses compétences. Ouais. Et là, ça marche très bien. On le fait sur la gamme RuneQuest, sur Cult of RuneQuest. Sur Toulouse, c'est un peu moins le cas. C'est une gamme qui a encore un mode de fonctionnement ancien. Et sur des futures gammes aussi. D'accord. Il y a des futures créations, soit des créations inédites ou des vieilles licences de chez de chez Chaosium. Ouais. Donc Chaosium est venu vers toi en fait, c'est ça. En fait, on se connaissait déjà via Son Détour, parce qu'il m'avait déjà vu qu'ils avaient racheté des illustrations à l'époque pour les faire publier. Et en 2018, si je dis pas de bêtises, ou en 2019, je suis allé à la Gen Con avec Ligrey Games. Et là-bas, il y avait Chaosium, donc je leur ai dit, on s'était vu aux Utopiales à l'époque, Jeff et moi.
Et je dis, bah, maintenant que je suis là, on va se boire un verre, on discute, etc. Enfin, on discute. Voilà, en anglais catastrophique. Je comprends ce qu'on me dit, mais j'ai beaucoup de mal à faire des phrases. Ce qui est très handicapant dans mon travail, mais voilà. Pour vous donner une idée, hein, quand ils m'ont embauché, je leur ai dit, je parle pas très bien anglais. Et jour de pression, j'ai envie d'arrêter le dessin. Ils m'ont fait, allez. Et donc lui, on s'est rencontrés là-bas et on a commencé à voir pour faire des collaborations. On avait fait Berlin, c'est très bien passé. Du coup, derrière, ils m'ont fait bosser sur le Maléus. Et quand ils ont vu la quantité de travail sur le Maléus, ils se sont dit, ah bon, peut-être moyen de t'avoir en interne, etc. Et là, ils m'ont dit, on veut que tu sois en sécurité, on veut que tu travailles, que tu nous donnes des idées, etc. Et ça me permet aussi, moi, de me reconstruire artistiquement. Ouais. Là, depuis le début de l'année dernière, je refais un peu surface dans le marché français, parce que j'étais vraiment resté en retrait depuis mon départ sans détour. Ouais. Voilà. Et tes influences, tu les tires d'où, tes influences? En dessin? Alors, aussi con que ça puisse paraître, beaucoup de l'art contemporain et de l'art dit classique. Ouais. Je passe plus de temps à aller chercher ce qui a influencé les artistes qui m'ont influencé. C'est-à-dire que là, par exemple, là aujourd'hui, je suis à côté de quelqu'un comme Paul Bonheur. J'aime bien ce que fait. Alors, c'est pas une de mes plus grandes influences, mais j'aime bien ce que fait le Paul Bonheur. Mais tu vois, je vais plus m'intéresser à ce qui aurait pu lui l'influencer. Comment il en est arrivé où il en est lui. Tu vois, donc je vais plutôt aller chercher là. Après, j'ai des artistes qui m'ont vraiment marqué. Adrian Smith, qui était là il y a 2-3 ans. Yankee, qui est un illustrateur chinois, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on a? Il y a très longtemps, moi, il y avait des mecs comme Ben Temple Smith. À mes tout débuts, c'était Édouard Guiton, Didier Poli, que j'ai vu plus tard. Donc voilà, toute la team Rackham m'avait vachement influencé, mais j'aime bien plus aller chercher quelque chose de brut pour l'extirper, ou même aller regarder quelque chose qui a pas l'air très intéressant. Et trouver quand même quelque chose d'inspirant dedans. J'avais l'artiste chez qui j'avais fait ma formation, donc Olivier Weber, il m'avait dit, même si tu regardes un film qui est nul, essaye quand même de trouver quelque chose qui t'a plu. Et c'est vrai que des fois, ça m'arrive de regarder des purs nanars et de me dire, ouais, mais la DA, elle était bien. D'accord. Mais il y avait quand même des idées. Il y a plein de gens qui chient sur Prometheus. Oui, le scénario, ça veut rien dire. On dirait un très mauvais scénario de l'appel de Cthulhu. Mais on peut pas négliger que la direction artistique avait, même si les créatures, la manière dont on se contamine, ça fait aucun sens scientifiquement, il y a quand même des trucs dans la direction artistique qui valaient le coup de prendre, de digérer. C'est pareil pour le dernier Dune de Denis Villeneuve. Il y a plein de critiques, il y a plein de gens qui font des critiques, mais au niveau direction artistique, il y a vraiment à bouffer, quoi. Donc moi, c'est ça. J'essaie toujours d'aller chercher ce que les gens iraient pas forcément taper, parce que généralement, c'est assez simple. On se dit, qu'est-ce que j'aime bien? C'est un piège dans la direction artistique, et surtout dans le jeu de rôle. On voit souvent des gars qui disent, moi, je fais de la DA, je suis influencé par machin, donc je veux machin. Oui, mais machin, comme il en arrive à là, il y a, je cite un YouTuber, il y a Alt236, c'est ça, qui fait des vidéos où il va décortiquer les influences des jeux vidéo en disant, voilà, ça vient de tel peintre, ils sont inspirés de telle chose, on retrouve tel tableau, etc. Et en fait, oui, faut pas oublier que avant que la pop culture soit comme elle existe aujourd'hui, elle a eu une influence avant, et c'était le cas de tous les mouvements. Bon, j'apprends rien à personne là. Et donc oui, moi j'aime bien me dire, vu que je vis à Paris maintenant, me dire tiens, je vais aller dans tel musée voir telle œuvre parce que je cherche telle chose. Tout à l'heure, moi j'ai échangé avec Nicolas Fructius que j'avais pas vu depuis très longtemps, et je lui parlais que je suis très intéressé de revenir j'aimerais bien faire après inachevé, faire une pause et faire un peu d'art abstrait. Et il me disait, oui, parce que moi je cherche le geste, j'ai envie de travailler sur du grand format. Et du coup, il m'a parlé de toute une série que Mobius il avait fait d'art abstrait. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Tu vois, c'est ça, c'est cultiver la recherche des origines de chaque chose pour trouver une inspiration. Que ce soit personnel, mais aussi chez des artistes, des grands artistes connus, quoi. Et cette influence, ces inspirations, tu arrives à les communiquer donc chez Chaosium pour influer quand même sur leur. Oui, et puis il y a une dynamique dans l'équipe qui aide.
Je prends l'exemple de Jeff Richard quand il te dit c'est Orlan, il a son casque à cornes. Moi je dis ouais d'accord, ok, moi je connais pas très bien l'univers de Gloranta. Moi j'étais député dans Gloranta, mais vraiment hein, comme un noob. On m'a dit tu veux bosser sur une quest. Moi j'ai dit je veux bosser sur une quest, ça m'attire. Par contre je connais rien. Jeff fait ok tiens voilà un descriptif. Ah, t'as débarqué sur Gloranta, quoi. Ah et moi je continue à débarquer sur Gloranta. Ouais. Je découvre Gloranta comme on joue à Dark Souls. C'est-à-dire que je découvre après avoir travaillé plusieurs heures durement. Ouais. Donc après avoir rushé les ennemis, je découvre un artefact avec un descriptif et j'ai un bout de texte et je dis ok d'accord et quelques illustrations plus loin, j'ai un autre bout de texte qui vient compléter l'histoire. Je fais ah c'est lui qui a coupé la corne de machin et qui s'est transformé. Ah et donc c'est Ouais, d'accord. l'univers de RuneQuest c'est t'as écrit super fort, c'est monstrueux. Bah, Greg, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer en vrai parce que enfin si je l'ai rencontré en vrai mais j'ai eu la chance de dialoguer sur cet univers avec lui parce qu'il est mort avant que je travaille sur la gamme. Mais il y a un volume. Il faudrait que je lise un volume énorme pour connaître l'univers. Ouais. Donc je découvre et donc Jeff, ce qu'il fait, c'est que à chaque fois que j'ai besoin d'un élément, il a toujours une photo d'un casque qu'il a vu dans un musée, un truc. Donc il y a toujours de la documentation, voire même trop, à foison, qui te permet en fait de plonger, de réfléchir à l'univers. Ouais. Et c'est toujours il y a un côté très enivrant. En fait, il y a et puis ça forge la culture, c'est très agréable. Et ça, c'était un truc que j'avais vraiment perdu chez Sans Détour et de manière plus développée chez Holy Grail parce qu'on faisait du jeu de plateau et des fois ça s'arrêtait à ces techniques. Et c'est con, mais un jeu de plateau, même si je sais pas, tu fais un jeu sur le Machu Picchu. Bon bah t'as fait le jeu sur le Machu Picchu, t'as appris des trucs sur le Machu Picchu, mais après ça reste un jeu de gestion, donc il faut que tu penses aux couleurs, aux petits cubes, aux machins là. Voilà, donc il y avait pas ce côté intellectuel, ce que je dis beaucoup à des étudiants qui sortent et qui disent c'est quoi le conseil que vous avez à me donner? En fait, plus le temps passe, plus je leur dis n'oubliez pas que illustrateur c'est un métier d'artiste, donc par la bande, c'est un métier d'intellectuel. Vous êtes obligé de lire des livres, vous êtes obligé il faut avoir vraiment le goût de la culture. Et moi, ça fait, quand je suis arrivé à Paris, que j'étais en train de me demander si j'allais arrêter, que j'essayais de me reconstruire artistiquement, je refaisais des musées, j'écoutais des podcasts sur l'histoire de l'art. Et en fait, ça m'a remis le pied à l'étrier parce que je m'étais rendu compte que je m'étais usé à être une machine à produire de l'illustration. D'accord. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Ah oui, t'as répondu à ma question. Surtout que vous avez amené à. Alors, Cthulhu reste un petit peu malgré qu'il y a pas mal d'innovations, quand on cherche bien, on voit plein de petits trucs dans les normes au niveau de ce qu'on connaît déjà de ce que faisait Chaosium avant. Avec RunQuest, par contre, ça a été complètement révolutionnaire. Ce qui était amené, on est vraiment loin des canons des années 80. Là, il y a une grosse évolution de Chaosium qui a vraiment surpris pas mal de monde, parce que c'est vrai que Chaosium, on avait l'impression que c'était resté un petit peu sur un peu, j'aurais dire vintage, mais c'est pas péjoratif. C'est les gardiens du temple, hein. Ouais, c'est pas péjoratif du tout. Aux États-Unis, ils sont considérés comme les gardiens du temple. C'est ça. Donc vous avez amené quand même un nouveau souffle vraiment à Chaosium, tout ce qui est au niveau visuel. En fait, la direction a eu l'intelligence de. Alors j'ai l'impression que c'est une intelligence naturelle qu'ils ont eue, hein. Parce que je dis souvent avec beaucoup d'humour que je travaille pour des vieux hippies, mais des fois, moi, je reçois Jeff, il m'envoie des vidéos. Il a assisté à une cérémonie chamanique dans une réserve indienne. Comme l'était Greg, d'ailleurs. Et comme l'était Greg, et tu te dis, ok. Et moi, en tant que Français, je vois vraiment le ricain qui vit d'ailleurs, il vit dans les Rocheuses, hein. Jeff, il vit en Allemagne, mais il a retourné vivre dans les Rocheuses. Donc, il y a cet amour de la culture, de la vieille culture américaine, et donc, en tout cas, de natif. Et donc, il y a effectivement, Greg, de ce que je vois, Jeff, on dit tout le temps, Greg était un chaman, et je dis genre, waouh, il me parle. Et quoi, il me parle quand il me dit ça, quoi, mais, oui, bon, pour en venir, c'est que ils ont eu l'intelligence naturelle de se dire, il faut qu'on ait quand même du sang neuf, qui a grandi avec ce que nous, on a créé. D'accord. Et pour Cthulhu, c'est différent. Sur Cthulhu, le truc, c'est que, il y a beaucoup de gens qui me disent, j'aime bien ce que vous faites sur Cthulhu chez Chaosium, mais c'est plus comme ce que vous faisiez chez Sans Détour. Faut bien comprendre qu'en Europe et aux États-Unis, c'est vraiment deux manières distinctes
de concevoir l'appel de Cthulhu. Et encore plus en France ou en Allemagne ou en Espagne. Moi, il y a une partie de Chaosium qui est en Pologne et on voit bien que des fois on est obligé de refaire les couvertures ou refaire des illustrations parce que ça marche pas pareil, on n'a pas la même vision. Ici, on a une vision très sérieuse. C'est limite. On m'a souvent reproché avoir une vision barkerienne sur Cthulhu. Mais en vrai, ici, c'est une vision très littéraire, très intellectuelle, c'est sérieux. Limite, on ne devrait pas illustrer la créature. Aux États-Unis, faut qu'on la voit parce qu'on va va la dégommer à la Gatling, tu vois. Ils aiment bien quand c'est un peu pulp. On le voit dans les actuels plays. Ils mettent des costumes, ils sont dedans, ils sont à fond. Voilà. Il y a une culture, il y a une culture du théâtre, de Broadway, du jeu de rôle à l'américaine, très grandiloquent, tu vois. Bon, peut-être même des fois un peu guignol, je trouve, mais oui, sur RuneQuest, il y avait l'envie de dire, on a un pool de dessinateurs qui adorent dessiner, qui adorent faire rêver, et on les laisse faire. J'ai beaucoup plus de liberté j'ai même beaucoup de liberté sur RuneQuest que j'en ai sur Cthulhu. Cthulhu, c'est l'équipe anglaise, c'est Mike Mason, c'est David, les gens qui sont, enfin David Lanking, ce sont des gens qui sont très, ils mettent en avant le progrès dans les textes, mais par contre dans le développement, c'est du Cthulhu à l'ancienne. Et d'ailleurs, ça se voit dans les couvertures. Moi, je me souviens, on m'avait dit non, les ghouls, vraiment les vrais ghouls, pas les ghouls comme vous avez fait en France. Les ghouls avec des sabots. Je fais OK, mais non, vraiment. Et tu fais OK, d'accord. Toi, tu veux les textes. OK, bon. Le rond jaune, il est en jaune. Il a la capuche, il a le talisman. OK, ça me va. D'accord. En restement dans le canon, quoi, qu'avait tracé Sandy Petersen à l'époque aussi. C'est ça. Mais on a des réunions sur ça. Dernièrement, on a une grosse réunion sur. Bon, maintenant, Cthulhu, c'est dans le même public. Tout le monde fait du Lovecraft, comme nous, on fait du Lovecraft. Comment il va falloir qu'on se réinvente un jour? Il y a un moment, il va falloir qu'on puisse trouver une nouvelle identité. C'est en cours, c'est une réflexion on a des réunions régulièrement sur ça. Mais c'est toujours un produit qui cartonne bien, parce que je vois même les nouvelles générations jouent à Cthulhu de la même manière qu'ils jouent avant. Bon, c'est très déprimant, hein, Cthulhu. Tu peux faire une illustration, tu fais une personne qui fait « Ah, il y a un tentacule », placement. C'est souvent un peu OK, bon OK, fan de Lovecraft, mais en même temps, je suis devenu très pessimiste avec Lovecraft. Moi, j'essaie de prendre ma retraite tranquillement avec ça. Je pense avoir dit pas mal de choses. Ça te laisse pas exprimer tout ce que tu as envie d'exprimer aussi, peut-être, c'est ça? C'est ça. Et je pense que il y a des choses que je pourrais encore faire sur Cthulhu, mais je pense que c'est pas adapté au marché américain. Donc, je préfère laisser, tu vois, la main à Ozzy qui nous a rejoint. Alors, j'ai plus son nom en tête, son nom de famille en tête, mais c'est un nom des pays du Nord et j'ai pas envie de l'écorcher. Mais Ozzy, il a une patte très old school, qui fait très pulp. Je pense que lui, pour l'avenir de Cthulhu, ce sera parfait. Il a fait une affiche là pour la série Arkham. Et quand je l'ai vu, j'ai dit OK. En fait, c'est lui maintenant, et moi, il faut vraiment que je prenne. Autant sur les créatures, c'est mon kiff, mais même ça, je trouve que j'ai fait mon temps. En fait. D'accord. Et 10 ans. On avait fait le calcul de Delta Green jusqu'à même ce que j'ai fait chez Chaosium et même les suppléments de jeux de société que j'ai fait. J'ai illustré plus de 1000 images, produit plus de 1000 images autour de Lovecraft. En comptant tout, des culs de lampe, des PNJ. Alors, il y a plus de 500 PNJ, donc ça va vite, Delta Green, tu mets tout bout à bout, il y a 300 PNJ. Mais tu te dis, bon, c'est bon, je peux faire autre chose, quoi. Et RuneQuest, c'est vraiment, je vis ça vraiment comme un renouveau. Il y a pas mal de rôlistes qui viennent me le dire en disant, ouais, on sent que vous êtes dans un... RuneQuest. Puis ouais, moi j'aime bien quand j'ai un nouveau terrain en fait, un nouveau terrain avec lequel jouer, un nouveau délire. Je peux changer mon style, une nouvelle DA. On a un projet en développement à la boîte aussi où pareil, je peux m'amuser à changer. Il y a juste Pendragon, j'étais un peu déçu malheureusement. J'ai été absent pendant le développement de Pendragon pour des raisons personnelles, donc je pouvais pas le prendre en charge. Il fallait que je gère mieux mon temps et j'aurais voulu intervenir plus. J'ai juste fait la couverture la deuxième là pour The Grey Knight. Mais pareil, j'ai pas dit mon dernier mot sur cette gamme. Sur la boîte d'initiation, tout ça, t'étais pas. Quand je suis arrivé, elle était même finie en fait. Donc j'ai même pas eu le temps d'intervenir réellement dessus. D'accord. Okay. Je voulais aussi te demander, puisque tu me parlais de Nicolas Fructus, la BD, non? Jamais, jamais, non, pas jamais.
J'ai fait de la BD à mes tout débuts, il y a plus de 10 ans. J'allais à Angoulême sur des stands, j'ai fait des tests avec Ankama à l'époque. Et j'ai fait d'ailleurs, aujourd'hui, je sais que j'en ai jamais parlé, mais je croise souvent sur les salons de jeux à quelqu'un qui s'appelle, je suis désolé, Florent Baudry, qui m'a fait faire une BD qui s'appelle VHB. Et grâce à cette BD, je me suis fait engager sur Delta Green. Ah, d'accord. Et par contre, faut savoir que Florent Baudry qui est chef de projet chez Yellow maintenant. Et ce qui est rigolo, c'est que lui, en plus, c'est un gros joueur de l'Appel de Cthulhu et de RuneQuest, donc le mec est aux anges. Parce que grâce à ça, je me suis fait embaucher sur Delta Green et aujourd'hui, je bosse chez Chaosium. Mais en fait, je me suis aussi rendu compte à l'époque que la BD, c'est beaucoup trop d'énergie pour un résultat qui me plaît moyen. D'accord. Je préfère juste faire une illustration. Et en vrai, mon plus gros kiff, c'est le caractère design ou le monster design. Le concept art, c'est vraiment Donc le jeu vidéo aussi, alors peut-être. Ouais, j'en ai un peu fait. Par contre, le jeu vidéo, le problème, c'est le milieu en lui-même. Beaucoup de mal. Je suis pas trop vieux, mais j'ai plus le physique pour les crushs. Où tu dois cravacher. J'ai plus le physique pour ça. Et puis aussi, je suis pas taillé pour ce milieu. C'est vraiment très dur. Je suis beaucoup de trop grande gueule. Je me ferais jarter très rapidement. Par contre, la figurine, c'est mon kiff. Designer de la figurine et derrière avoir un petit pitou, du vrai bonheur. Si je peux le peindre derrière, et aller à des concours de peinture, encore plus du bonheur. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ton truc illustrateur rapide, parce qu'on peut en parler des heures. Surtout comme tu me parles de RunQuest, moi qui suis absolument fan de RunQuest. D'ailleurs, je peux te dire que j'étais hyper surpris quand RunQuest est sorti cette nouvelle édition par le choix de la direction artistique, qui était vraiment un gros pari quand même par rapport à toute l'ancienne génération. Mais en phase de Donjons et Dragons, ça faisait le match. En fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et en fait, bon, vous n'êtes pas trompé, la preuve, mais ça marche bien. Donc, il y a pas. Ouais, je me suis calé sur ça, et donc du coup, oui, la DA de RuneQuest maintenant, c'est de la couleur. Ouais. C'est très peu d'ombre, sauf s'il y a de l'ombre, faut que ça soit logique. Là, on travaille sur le supplément Darkness qui est en longtemps, parce que là, il y a Moon qui arrive, et ensuite il y aura un autre que je vais pas dire, mais il y a Darkness qui arrive. Et là, on s'est dit, là, c'est l'obscurité, donc faut qu'on travaille les contrastes. Mais même ça, on a du mal, on se rend compte que, merde, ça va foncer, ça va cramer, et c'est pas cohérent avec la DA. Donc mais moi, j'aime bien, et puis j'ai revenu à la ligne, tu vois, j'en refais un style un peu BD. Je m'amusais à travailler sur, un style à la Moucha. Voilà. Je peux faire de l'art nouveau, de l'art déco, enfin voilà. Moi, j'étais bluffé par l'écran. Je dois t'avouer que l'écran, absolument magnifique, sublime. L'écran, j'étais pas encore dans l'équipe quand il a été fait, mais. Et t'étais pas encore là, d'accord. Non, moi je suis arrivé sur Cult. Je suis arrivé sur Cult en 2000. J'ai commencé à bosser en 2000, et le bouquin est sorti en 2000. 2020, non pas en 2000, en 2020, excuse-moi. J'ai bossé sur la gamme en 2020 et le bouquin est sorti en 2021, 2022. Ouais, c'est ça. Voilà. En plus de ça, c'est bien chez Chaos, c'est qu'il y a entre la production et la sortie, il peut se passer 2 ans, 3 ans. Donc il y a de l'avance. Donc tu as vraiment le temps de réfléchir les choses. C'est jamais la course. D'accord. Et ça, c'est un confort de travail que j'avais rarement vu en fait. Et ça t'a laissé le temps pourtant d'écrire un jeu de rôle. Alors je l'ai pas écrit. Pas écrit. Tu l'as pensé. Inachevé, je l'ai pensé, je l'ai croqué dans des carnets. On va pas enlever à Kitov ce qui est. Voilà. Et c'est un univers que j'ai un peu pitché à droite et à gauche, qui a évolué au fur et à mesure des années. Et la plupart des éditeurs, ils disaient oui, attends voir un truc de sculpture, d'abandon, où en fait il faut se construire soi-même, parce qu'on nous a pas terminé. Les éditeurs, c'était toujours très compliqué. Tu m'étonnes. Et je suis tombé sur Tricky Stuff à Cannes. Je lui pitch pas trop le truc, je lui montre les croquis et il fait c'est bien, il m'explique ce qu'il voit. Je me rends compte qu'il a tout compris. Je dis c'est parti, on l'écrit. Donc il l'a écrit après avoir fini Donjons et Chatons. Et c'est une super rencontre. J'adore travailler avec lui et c'est en préparation là, donc normalement
crowdfunding pour cet automne. Voilà, et donc je pense que tu as besoin d'en savoir un peu plus sur le jeu. J'aimerais bien, ouais. Je pense aussi, j'aimerais bien. Donc Inachevé, c'est vous incarnez une sculpture faite de terre, enfin faite d'argile et d'armature, qui se réveille sur son piédestal dans un état dans lequel il a été laissé. C'est un jeu où il n'y a pas de création de personnage, c'est aléatoire. Donc c'est par exemple, tu te réveilles, tu es de forme humanoïde, mais tu n'as pas, il te manque un bras, il te manque un pied, tu as juste l'armature qui dépasse, et puis tu as t'as un visage devant et tu as un visage derrière, et tu tu te réveilles, et d'autres inachevés dans la même pièce que toi se réveillent aussi sur leur piédestal. Et après, en fonction du lieu, qui lui aussi est un lieu imaginaire, qui pareil, lui aussi a été abandonné par un architecte, vous allez devoir évoluer et vous achever, trouver un sens à votre existence, en sachant que vous allez croiser des achevés et des inachevés qui auront eux aussi leur propre but. D'accord. Ça peut être de la survie, qu'elle soit politique, violente. Enfin, il peut y avoir pas mal c'est des one shot. Hein. Ce sera, tu peux faire des mini campagnes de 3 scénars. Hein. D'accord. C'est pas fait c'est pas les masques Nyarlathotep. C'est très intriguant, hein, quand même, comme pitch, quoi. Bah, en fait, on parle de quelque chose qui, moi, m'est cher, qui est la sculpture, qui est une pratique que j'ai fait quand j'étais étudiant et que je continue un petit peu à faire, mais aussi sur toutes les créations qu'on a abandonnées. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Quelles aventures elles vivent, en fait? D'accord. Parce que quand tu crées un jeu, quand tu crées une œuvre, qu'elle soit inconsommable ou pas, elle va être vouée à vivre sa vie. Quand elle est exposée, les gens la regardent, aiment, détestent, la critiquent. Quand c'est un jeu, les gens y jouent. Mais celles, par contre, qui ne voient jamais le jour, qu'est-ce qu'elles deviennent? Quelle vie elles ont? Et en fait, c'était ça. C'est imaginer une espèce de monde poubelle où Tricky, lui, il dit sous la forme des artistes sont tellement puissants que ça a créé un monde. Mais c'est un monde qui, du coup, ils n'ont pas fini parce qu'ils se sont dit, bon, finalement. Et on en discute souvent. Moi, quand je présente le projet à des créatifs, ça leur parle. Ils disent, bah oui, attends, moi, j'ai des bouquins dans des tiroirs qui servent à rien parce que je les ai. Parce que voilà, les pitchs me plaisaient pas, l'éditeur n'en voulait pas, et moi c'est ça. J'ai travaillé sur des jeux qui n'ont pas vu le jour, que ce soit par exemple Aventure où j'avais fait des illustrations, c'est vrai, Aventure. 40 d'illustrations. Et voilà, la question c'est que devient cet univers maintenant? Qu'est-ce qui vit tout seul dans son coin? C'est pareil, j'avais travaillé sur un jeu Lovecraftien chez Holy Grail Games qui n'a pas vu le jour non plus. Pareil, j'ai des créations perso dans des tiroirs. Inachevé en fait partie. J'en ai 2 autres aussi qui j'espère te verront jouer un jour. Mais en tout cas voilà, donc techniquement c'est ça Inachevé, c'est un jeu par contre, c'est vraiment un jeu de rôle. C'est pas juste un artbook prétexte. C'est vraiment un jeu de rôle. Parce que si je voulais faire un artbook prétexte, j'aurais fait ce qui était prévu à la base, une expo. Et une vente d'un artbook fait en crowdfunding, et voilà. Là, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait moi, ce que j'aime bien appeler un consommable, c'est-à-dire qu'il y a un objet, mais que l'artbook, vous faites pas que le lire et le poser dans la bibliothèque. Vous le lisez et vous y jouez. Et il y aura donc, par contre, ce sera un jeu assez intimiste, format carré, une taille raisonnable, un écran, un deck de cartes parce que ça se joue avec un deck de cartes. Il y a un système parce que vu qu'on incarne des sculptures en terre, il y a tout un principe sur plus on s'hydrate, plus on se ramollit, moins on s'hydrate, plus on se dessèche. D'accord. Et puis il y a une quête autour des encres, qui sont des espèces de tiges ou d'objets en métal. Alors on dit chose de faire, parce que les inachevés, ils ont un langage qui est inachevé, ils ont une vision du monde qui est inachevée, comme un enfant. C'est-à-dire, ils disent pas ceci est une bouteille, ceci est un objet en fer, c'est une chose de fer, une chose de bois, une chose de tissu, etc. Et donc voilà, il y aura ce matériel-là et quelques petits goodies parce que voilà, un 5 crowdfunding. Mais c'est ce que j'avais dit à Dead Crow, je leur ai dit, écoutez, moi je suis après la V7, après les lames, après plein de projets, moi je suis pour un truc plus terre à terre. J'ai pas envie non plus que les gens ils dépensent 100, 200, 300 euros dans des produits. C'est pas un livre. Se calme, quoi. La Terra Kawa, il n'y aura même pas d'écran. Il y aura peut-être même pas d'écran, même pas de jeu de cartes. Ça n'a pas d'écran en France, c'est impossible.
Ouais, aux US, c'est complètement faisable parce Ouais, que c'est aux même US, la norme. Ouais. Mais en France, c'est impossible. Ouais. Voilà, c'est du boulot, un écran. Et Trikitov, il a amené quoi là-dedans, alors? L'écriture, c'est-à-dire que moi, je lui ai dit globalement comment je voyais l'univers. Il m'a fait un premier jet, je lui ai fait des retours en disant, bah voilà, par exemple, on a beaucoup parlé du langage. Moi, je lui ai dit, bah, je les vois multiques en fait. Et on a eu un débat, comment on fait du jeu de rôle sans parler. Alors, donc on a plein de solutions. On parle à la troisième personne, et on s'est rendu compte qu'il y a des joueurs qui, dans les démos, qui parlent pas, qui dessinent devant eux. Donc et on a dit, bah, on pourrait avoir un truc avec, on dit aux gens, mettez du sable devant vous, et les gens ils écrivent, etc. Donc on fait pas mal de ping-pong. On essaye en fait de faire en sorte que ce soit une expérience créative le plus possible. Alors c'est vrai que ça va pas s'adresser à tous les rôlistes. Je suis d'accord avec ça. Ce sera pas accessible à un rôliste débutant. C'est un peu clivant, ouais. On pense qu'on n'aura pas on n'aura pas le chapitre qu'est-ce que le jeu de rôle. Je pense que vraiment c'est un jeu qui va s'adresser à aux gens qui connaissent mon travail, qui connaissent celui de Tricky et qui connaissent le jeu de rôle et qui veulent avoir une expérience ludique et créative et artistique et qui montre aux gens c'est quoi la création. Et pas juste parce que il y a un truc qui est terrible, c'est que moi je suis un artiste contemporain / surréaliste refoulé. Je suis devenu illustrateur, je dessine des orques et des gobelins. Et à la base, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Et c'était aussi dire aux gens, quand vous venez me voir et que vous me dites ah c'est génial ce que vous faites, vous êtes un vrai artiste. Moi, je dis ouais, vous savez, la plupart du temps, je suis un exécutant, j'ai un descriptif et c'est vraiment mon univers, c'est vraiment mon œuvre. Là, ça va être vraiment le cas. Là, je vais vraiment raconter quelque chose qui est cohérent avec ce que j'ai dans la tête. Ça te touche. Et ça me touche. Et je vais parler de thématiques, je vais parler de l'abandon, je vais parler du fait d'être inachevé, je vais parler de la reconstruction, je vais parler du fait de ce que c'est de traîner en fait, traîner sa carcasse, enfin son être à travers un monde qu'on a du mal à comprendre et qui nous accepte pas. Il y a plein de choses comme ça, en fait, plein de thématiques que j'ai envie de traiter, qui soit me sont chères, pas parce que je les ai vécues ou surtout parce que des fois j'en suis témoin. Et d'ailleurs dans les autres univers que je veux traiter des sujets pareils, assez similaires. Donc voilà, mais c'est une vraie proposition, enfin une vraie proposition, c'est-à-dire que les autres sont pas des fausses propositions, mais une vraie proposition qui tourne autour de la création. Et t'as réussi à convaincre, tu dis, ça doit être gros, Stéphane, tout ça. Ça n'a pas été, Bah, il est peut-être fou. En fait, c'est ce qui fait le charme de cette boîte aussi. Bah, il y avait pas que Stéphane, hein. En fait, il y avait Stéphane, il y avait François. C'était surtout François et Tricky qui étaient, ils se disaient, ah non, moi je le sais, c'est eux qui m'ont approché en me disant, le lendemain après qu'on ait bu un verre et que j'aurais montré les carnets, qui m'ont dit, ah, non, il y a un truc là. En fait, c'est la proposition. Comme dit Stéphane, moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Je pense qu'il y a ça, je pense qu'il y a un truc, je pense qu'il peut-être qu'il veut surfer sur, peut-être qu'il veut juste, je sais pas, peut-être qu'il se dit, bon, bah, lui, Chaosium, ça marche bien, allez, vas-y, on surfe sur le nom. C'est pas le premier truc surprenant qu'ils font, hein, de toute façon. Voilà. Mais c'est vrai que, Donjons et Chatons, c'était pas gagné d'avance. Bah non. Bon, par contre, c'est un carton. Parce que c'est génial. Mais c'était pas gagné d'avance. Ils ont sorti d'autres jeux. Ils avaient sorti un jeu avec des écureuils dans un arbre qui a moins bien marché. Ils aiment bien prendre des risques. Ils aiment bien prendre des risques. Et honnêtement, c'est tout à leur honneur parce que c'est un truc que j'ai souvent dit en réunion quand des gens, je leur dis, ben, on peut créer un univers. Oui, mais non, mais on peut aller chercher une licence. Je fais, mais tu sais, les créations d'aujourd'hui, c'est des licences de demain. Donc, si tu prends pas le risque de créer un truc, tu seras juste un yes man, comme on dit dans le cinéma, qui prend une licence, il met un système dessus. Ah oui, ça marche, ça fait du pognon, il n'y a pas de problème. Mais par contre, derrière, faut pas avoir des élans créatifs de dire oui, mais moi, Ou alors si, il y a ce que fait Arkham, où il laisse Olivier Sanfilippo totalement s'exprimer, et en parallèle, ils sortent les produits de Free League qui sont complètement licenciés, qui sont ni plus ni moins que des machines à fric. Hein. Moi, je suis un peu aigri avec ça. Hein. J'ai souvent, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un jeu de rôle Walking Dead? Je sais pas, aucun jeu je peux pas, mais je dois avouer que j'étais surpris par Alien qui m'a beaucoup plu. Tu vois. Mais voilà, j'avais fait une table ronde avec Henri Levenbruck qui disait si ton système de règles ne raconte rien de ton univers, c'est que ton système de règles ne servait à rien. T'avais qu'à juste faire ton livre d'univers et dire utiliser
je sais pas, bah, le BRP, je place des trucs de la boîte. Utiliser le BRP, utiliser, je sais pas, je suis tellement paroliste que j'ai pas les idées des systèmes, mais bah, voilà. Là, c'est ce qu'aussi ce que Tricky a voulu. Hein. Il a voulu que le système de règles, je ne sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, effectivement, de ce qu'il m'a montré, de ce que j'ai lu, c'est cohérent avec. Call setting, c'est parfait. Voilà. Ouais. Souvent, c'est le cas avec Tricky. C'est des systèmes qui sont souvent très adaptés aux. Après, par exemple, si tu prends, on revient par exemple à Arcane. Quand tu prends sur Alien, le mutant IR0 qui a été, le système IR0 Engine qui a été modifié pour coller à Alien, bah, ça marche très bien aussi, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que tu prends l'œuvre de Sanfilippo, c'est vrai que ça respire plus le personnage, on devine plus, c'est personnalisé, quoi. C'est sûr que c'est les œuvres de Free League, c'est pas des œuvres qui sont très personnalisées. Mais justement, il y a des articles, justement, on en parle, voilà. Comment toi, tu réagis, quand on arrive là, comment tu réagis par rapport à la percée de l'IA, par exemple, dans votre métier? C'est compliqué? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça pour toi? Alors, pas tant que ça pour moi, mais alors, attention, ça va être le moment ultra pessimiste. Ouais, enfin, l'IA, il y a l'IA, il y a le réchauffement climatique, il y a la guerre à la porte de l'Europe. Comme si c'était le seul problème. Voilà. Ouais, tu vois, il y a la récession économique, il y a, si je peux me permettre, hein, bien sûr. Moi, quand on me dit oui, c'est terrible, c'est terrible. Bon, ce sera moins terrible quand tu te prendras une gifle sur la gueule. Hein, alors, bon, par contre, l'IA, c'est toute proportion gardée. Hein. Faut voir que faut bien distinguer un truc, c'est que déjà c'est pas vraiment des intelligences artificielles, c'est des algorithmes. Ce sont des outils au service d'un humain. Pour l'instant. Avec un outil, tu peux faire plein de choses. C'est-à-dire avec un marteau, tu peux construire une maison ou fracasser le crâne de gens. Tu peux aussi construire une maison, mettre des gens dedans et fracasser le crâne des gens. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Oui, une IA, ça utilise le travail d'illustrateur. Donc, est-ce que mon marteau serait fait avec... Quelqu'un m'avait dit, oui, mais ton marteau, il est fait avec des os humains. Ouais, enfin, ton marteau, il est fait avec du bois et du minerai que tu as extrait en exploitant des humains. Tu sais, on peut y aller, hein. Tu peux paraphraser autant que tu veux. Tu parles de l'allégorie, là. Pour moi, personnellement, c'est l'aboutissement de l'humanité dans ce qu'il a de pire. Parce que l'IA, elle existait déjà dans l'art. Moi, j'ai déjà vu dans l'art contemporain des artistes qui utilisaient l'IA alors qu'ils avaient... C'était eux-mêmes qui avaient donné à manger à leur propre IA pour qu'elle crée quelque chose. C'est-à-dire que moi, demain, qu'est-ce qui m'empêche de me dire, je me fais mon IA personnel et je fous toutes mes illustrations, mais qu'à moi. Et je lui dis, bah, tu dessines comme moi. Et tu vas chercher des trucs nulle part ailleurs. Tu vois, il y a plein de questions qui se posent comme ça. Là où, par contre, je suis gêné, c'est que quand j'ai vu Midjourney débarquer, parce que je l'ai testé, hein, j'avais demandé un truc, j'ai testé pour voir, ça faisait pas ce que je voulais, donc j'ai arrêté vite fait. C'est-à-dire quand tu tapes et tu te rends compte que putain, je suis obligé d'apprendre une autre technologie, alors qu'en fait dessiner ça me prend moins de temps, je vais dessiner. Mais là où ça m'a vraiment emmerdé, c'est que, par contre, on en avait vraiment besoin. En fait, c'était plus, moi je remets plus en cause l'utilité, parce que en vrai. Ça va, on manque pas de dessinateurs. Non, c'est pas. Tu vois, demain, on te dit, l'IA remplace un métier pénible. Moi, je suis ancien verrier, hein, mon père aussi. Il y a des trucs dans la verrerie, c'est à déglinguer des corps. J'ai une hernie discale, 36 ans, j'ai une hernie discale. J'ai ma canne avec moi dans ma pochette pour au cas où que j'ai du mal à poser le pied parce que mon nerf, ça écrase mon nerf, donc j'ai du mal à marcher. Et tu vois, je me dis, si l'IA et les machines peuvent remplacer des métiers pénibles qui usent les corps, pourquoi pas. Par contre, dessiner, en théorie, c'est pas pénible. Donc c'est ça qui me dérange. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de générer des images? Pourquoi? Pour aller plus vite, pour aller Là, je vais rentrer dans un débat politique et c'est un truc que je fais rarement. Et en fait, le problème, c'est pas l'IA, c'est le capitalisme. Parce que dans un monde où on n'a pas besoin de faire du fric vite, rapidement, on n'a pas besoin de outils. On a le temps de dire à un artiste, oui, tu prends ton temps, tu fais un truc. Chez Chaosium, on a interdit l'IA. C'est dans tous les contrats. Alors, pas dans le mien, parce que j'avais signé avant que ce soit à l'émergence. Mais moi, je m'en fous. Mais
Et pareil, faut le détecter aussi. Là, il y a des logiciels qui permettent de détecter les IA. Ils te disent que les romans qui ont été écrits il y a plus de 50 ans ont été écrits par une IA. Et IA, t'as envie de lui dire, bah non. Je me suis jamais amusé à le faire avec mes illustrations, mais j'ai vu des illustrations ou des tableaux de grand maître qui ont été détectés comme faisant partie. Ouais. Parce que même elle est pas capable de. On verra où ça va nous mener. C'est hors de contrôle pour l'instant. Ouais, c'est ça. C'est le problème de hors contrôle. En fait. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Tu vois, par exemple, à Cannes, j'ai une jeune illustratrice sortie d'une école qui, quand je lui ai demandé c'est quoi ses références, m'a répondu Pinterest. Ah Tu bon vois, je pense qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'IA qui est en danger, il y a peut-être d'autres choses en fait. On est peut-être arrivé là parce que des gens étaient prêts à accepter ça. Je vois des artistes qui s'en servent, des mecs dans le game design, dans le jeu vidéo. J'ai vu un super artiste qui a travaillé pour les effets spéciaux d'Harry Potter. Il a fait une illustration en IA avec de la 3D, de l'IA, de la peinture, de la basse photo. Un outil parmi d'autres. Ouais. Maintenant, la question, c'est comment on le régule pour déjà que ça dérape pas. Et c'est mal barré pour le moment, mais là, ça, c'est la version pessimiste. Et puis, surtout, est-ce qu'on en a besoin? Et si quelqu'un te dit, bah oui, moi j'en ai besoin parce que tu vois, je suis un petit éditeur et il me faut. Mais en fait, si ton problème c'est une histoire de contrainte, bah c'est de la contrainte que doit émerger ton projet. Combien de films qu'on adore étaient fauchés c'est vrai. comme les blés et que c'est des chefs-d'œuvre. Je veux dire, n'importe quel cinéaste, et là je vais invoquer Benjamin Dibling qui est un pote, pourrait venir en parler mieux que moi et dire, mais il y a tellement de films où il y a des trucs où on se dit waouh c'est génial, mais c'était tellement fait avec la bite et le couteau, pardonne-moi l'expression, parce que franchement je vous invite à regarder le making-of de Massacre à la tronçonneuse. Oui. Tout était fait dans une baraque, il y avait une chaleur pas possible, ça puait la mort parce qu'ils avaient été vraiment chercher des os d'animaux et tout le bordel. Et Sam Raimi et Sam Mobilette dans Evil Dead. Ouais, non, mais voilà. Et les gens ils te disent oui mais on n'avait pas de budget. Bah eux non plus. Non, mais eux, et pourtant ils ont fait les œuvres que vous adorez. Donc faites pareil. Et laissez les petits créatifs qui ont du mal à manger parce que malheureusement il faut qu'ils mangent parce que je sais pas si vous êtes au courant mais si les gens ils mangent pas ils meurent. Enfin, si, voilà. C'est les lois naturelles. Hein. Pour répondre voilà tout simplement. Oui, c'est pas dingue. Pour l'instant, ce qu'en effet est pas dingue, en tout cas dans l'art, parce qu'il y a des domaines dans lesquels il y a des modèles, il y a des modèles économiques, il y a des modèles sociaux dans lesquels ça a l'utilité. Bien sûr. Et d'ailleurs, l'IA, on s'en servait déjà dans le jeu vidéo depuis des années pour plein de trucs, dans l'architecture et autres. Mais dans l'art, en fait, ça vient juste remplacer quelque chose qui ne demandait pas à être remplacé. Ok. Et c'est un problème parmi tant d'autres. Ouais. Il y a la pollution, la pénurie d'eau, le réchauffement, la guerre, les inégalités. Voilà. Est-ce que c'est pas un problème parmi tant d'autres? J'en ai beaucoup parlé avec Olivier Sanfilippo qui lui, ça ça scandalise. Et il a raison, hein. Il a raison. J'ai vu qu'il est très réactif à vis-à-vis de ça. Je suis plus détendu, mais aussi parce que ce que j'ai dit, hein, j'ai failli arrêter le dessin, donc je suis peut-être devenu beaucoup plus pessimiste. Je dis souvent aux gens, moi je fais partie de ceux qui sont couchés dans le charnier et qui attendent que ça passe. Parce que il y a vraiment des combats où c'est compliqué tout seul. Il ne faut pas souper et une c'est saloperie. compliqué aussi à plusieurs. Dans le charnier, tu peux souper une saloperie aussi. Ouais, voilà. Donc ouais, je suis devenu très pessimiste sur la question. Ouais. Mais et si ça me tue, hein, ça me tuera. Hein. Il y a des trucs sur lesquels c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et là, on rentre dans un débat qui sort du cadre du jeu, du plaisir. Et je vais déprimer tout le monde, mais je sais, moi je fais de la basse photo. Hein. C'était tout aussi décrié. Alors ça n'a pas les mêmes incidences, hein. Mais la basse photo, tu peux aussi faire tes propres photos, etc. Et c'est ce que je disais. Est-ce qu'on pourrait pas aussi avoir des IA auto-générées par les propres artistes? Mais encore, qu'est-ce que ça change? Et puis qu'est-ce que ça implique? Je parlais avec Spiritus tout à l'heure de ce plaisir que j'ai eu de revenir au physique. C'est une des raisons pourquoi j'ai pas sauté dans les IA. C'est pourquoi je m'intéresserais à une nouvelle technologie quand je me rends compte que j'ai perdu un de mes sens. Ouais, c'est ça. C'est nous en tant qu'artistes, c'est quoi qu'on veut. Moi, je sais que ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis déjà assez productif.
Et je suis pas sûr que ça serve ma boîte et que ça me serve moi. Par contre, ce que j'avais répondu à cette jeune fille qui m'avait dit Pinterest, c'est, enfin, pas vraiment elle, j'avais répondu à un jeune qui était avec elle. Il me dit, le seul problème de l'IA, c'est que si ça continue dans ce sens-là, ça va nettoyer, entre guillemets, tous ceux qui n'ont pas d'univers personnel, qui n'ont pas leur truc à eux. Et ça va laisser debout que ceux qui en auront un. Parce que l'IA sera pas encore capable de créer, jusqu'à ce qu'elle soit autonome et capable de créer des nouveaux styles. C'est-à-dire que y a forcément plein de jeunes qui sortent des écoles qui font le style que l'école leur a impliqué et ils n'ont pas encore trouvé leur identité. Parce que moi, je suis contre de dire que des jeunes n'ont pas leur identité. C'est pas qu'ils n'ont pas leur identité, c'est qu'ils l'ont pas encore trouvé. Moi, pendant des années, j'avais pas vraiment mon propre truc. Je passais d'un style à l'autre. Là, maintenant, je commence à avoir mes petits gimmicks, etc. Et c'est ça, faut que ces gens se trouvent leur truc. Et il faut faire gaffe parce que, par contre, l'IA, en attendant, elle va juste empêcher les gens de bouffer. C'est ça. Le vrai problème, il est là. Il est économique. C'est le Je libéralisme. disais, c'est un problème libéral. Ouais, bah oui. Ouais. L'illustrateur, ça coûte cher, on va faire plus vite et ça va nous coûter moins cher. Voilà. Ouais. Et les gens, ils verront. La plupart des gens, quand ils voient une œuvre, un jeu de rôle ou n'importe quoi, ils font pas attention à plein de petits détails qu'ils voient que c'est encore une IA. Parce que maintenant, là, en ce moment, ça se voit quand même. Hein. Ouais, ça se voit vachement, mais c'est. Ouais, et encore, il y a des trucs. Moi, j'ai eu un débat là dernièrement une discussion avec Martin Grandbarbe, qui est un peintre de figurines. Il a partagé une fille. Il est passionné de Gunpla, de Gundam. Et il montre un truc et je vois le visuel et je me dis il y a un truc qui va pas dans ce visuel. Au début, je la regarde, je me dis waouh, il a la texture et tout ça. Comment il a fait? Ah bah non, il a pas dû travailler directement sur un modèle plastique. Je pense qu'il l'a remodélisé en 3D. Il a mis les impacts, il l'a imprimé, il l'a peint comme ça. Et en fait, je zoome et je me rends compte que les échelles, elles sont bizarres, elles sont pas finies. Je vois les corps des gars il y a des humains qui sont en train de réparer le Gundam et je vois que ces trucs-là, et je dis putain, c'est de l'IA en fait. Mais par contre, il faut vraiment y aller dessus, quoi. Il faut y aller, il faut la regarder à la loupe. Oui, ça va être de plus en plus. Et il me dit merde, je me suis fait avoir. Je dis mais c'est parce que c'est de plus en plus compliqué. Là, on le voit. Je l'ai vu dans une émission où il parlait d'une influenceuse sur les réseaux sociaux qui est intégralement créée sur IA et que en fait c'est un mec derrière qui la code. Et maintenant c'est une égérie. J'ai vu ça aussi. Et les gens ils sont là genre oh regardez cette égérie elle teste une crème. Mais la crème n'existe pas, la nana non plus. Elle va pas te dire qu'elle est bien. Donc, il y a des vraies dérives. Il y a des vraies vraies questions qui se posent. Il faut la réguler. C'est en train d'arriver. C'est un peu la mise en abîme de l'influenceur quand même. Là, je crois que c'est l'Europe qui a forcé Midjourney à devoir dire qu'est-ce qui a été utilisé pour que derrière des gens viennent et disent bah ça c'est moi, donc je veux des royalties. Et c'est économique en fait à chaque fois. Bien sûr. Ouais. Mais juste, je voudrais spammer sur ça. La seule chose qui m'énerve avec les IA aussi, c'est que ça a mis sous le tapis des polémiques qui étaient en train d'arriver dans le milieu du jeu qui nous auraient fait du bien. C'est que avant que les IA émergent, il y avait plein de polémiques sur le fait qu'on abusait des dessinateurs, qu'on les faisait travailler jusqu'à pas d'heure, qu'on les usait comme des machines, etc. Et là, les IA sont arrivés. Ça nous a permis une reconnaissance. Et par contre, ça nous a fait oublier un peu aux gens que, avant les IA, si les IA sont là, c'est pas, et que, si les IA sont là, c'est parce que des mecs se sont dit, on peut le faire. Je suis pas sûr que les mecs derrière, ils disaient, allez, on va débarrasser des dessinateurs. Je pense vraiment que les gars se sont dit, ah, mais tiens, on peut générer des images en prenant plein d'images sur Internet. Je pense qu'il y a juste un geek qui a eu envie de faire ça. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que les studios qui pressaient les artistes avant, se sont dit, ah ben, de belle. Comme ça, ils arrêteront de se plaindre et de se faire niquer. On les remplace par des machines. Et puis ceux qui auront encore besoin de bosser, on en fera des prompts d'artistes. Moi, je l'ai vu dans la verrerie. D'accord. Quand on visitait les usines avec l'école, quand tu voyais des grandes halles de souffleurs, où il y avait plus que 2 mecs, et que quand tu voyais la taille du truc, tu disais, mais ça a été construit pour 50 personnes en fait. Tu avais plus que 2-3 mecs. J'ai un très bon souvenir. On voyait l'atelier à froid, donc là où ils poncent, ils coupent, etc. On voit un gars sur un tour. Je m'approche du gars parce que mon papa faisait ça, donc je viens le voir et je lui dis mon papa fait ça, machin. Il dit par contre tout le monde est malade, tout le monde est en vacances. Je blague à lui, il fait non, il n'y a plus que moi.
Le gars, un mec pour, mais je sais pas, une vingtaine de machines. Ouais. Bah oui. Et ça va faire, à mon avis, la même chose. Informatisation, là, bon, ça c'est un fil quand même, un petit fil qui se déroule et je pense qu'on va avoir du mal à résister à ça, quoi. Mais pas que dans l'illustration. Hein. Voilà, je te dis, l'IA aussi, débat. par exemple, moi je suis pigiste. Ah ouais. Dans les boîtes où vous aviez des pigistes où on faisait répéter les textes qu'on retrouvait, il n'y a plus besoin de personne, quoi. Ça sert à rien. Pigiste, ça ne servir à rien. Bah apparemment, ChatGPT est devenu feignant là, j'ai vu. Apparemment, ils se sont rendus compte que ChatGPT demande de plus en plus aux. Alors, à vérifier, hein, j'ai pas vérifié mes sources, mais c'était juste une vidéo vite fait sur YouTube qui parlait des IA. Il disait que il montrait des screens de gars où ChatGPT lui dit je t'ai donné les informations, maintenant à toi de compléter. Ah bon? Et apparemment, il faut maintenant le motiver. Alors peut-être que ChatGPT, moi ça me ferait marrer. Hein. Un jour, tu vas demander à l'IA dessine-moi J'ai pas envie. comme Paul Bonheur, et il va dire non mais moi j'ai pas envie de dessiner comme Paul Bonheur, je suis un vrai artiste. Pourquoi pas? Mais c'est quoi, je vais finir sur, parce que c'est quand même un sujet très déprimant, mais l'IA, ok, pourquoi pas, mais est-ce que tu peux boire une bière avec l'IA? Ah ouais, Est-ce que tu peux l'interviewer? Parce que là, hier soir, on a passé toute la nuit à boire des bières et à discuter figurines. Tu peux faire ça? Est-ce qu'avec l'IA, tu peux aller sur les salons? Parce que ça va être quoi, les salons du futur? Ça va être que des... Déjà, est-ce que ce sera pas des salons en VR? Et ce sera que des éditeurs, bon, ce sera ridicule, mais que des éditeurs qui présentent des bouquins sans auteur? Tu vas venir voir quoi? Tu vas venir voir qui? Tu vas boire des bières avec qui, tu vas jouer avec qui, tu vas rigoler avec qui, enfin voilà. C'est une vraie question en fait. Peut-être que l'IA va peut-être aussi ou peut-être qu'il y a des gens en train de nous rapprocher. Le gros problème aussi de moi, ce que j'ai du mal aussi, on en vient à ça, je l'ai fait pendant le Covid parce qu'on était obligé. Mais tout ce qui est virtuel, table virtuelle, tout, j'ai un mal fou, quoi. Parce que la personne, je l'ai pas, tu vois. Je vais reciter Benjamin Dibling qui avait conçu une plateforme en ligne qui était, comment c'était Let's Roll. Et sur Let's Roll, il me disait après le premier confinement, il m'avait dit j'aimerais bien qu'on se fasse une table, qu'on joue, etc. Et puis on n'arrivait tous pas à se caler, à trouver une date. Et j'avais dit mais c'est dommage qu'on n'ait pas un site où on pourrait jouer en ligne, genre comme celui que tu as créé. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec lui que il l'a créé, c'est cool pour que les gens se réunissent. En fait, les rôlistes, ils aiment bien être entre eux. Bien sûr. Et même lui, il a constaté. Et alors, moi, je suis figuriniste. Alors, je peux dire que le Covid, j'en ai testé des systèmes pour jouer à Warhammer tout seul. Hein. mais non, mais vraiment, j'ai fait du Warcry tout seul. Ouais, super. Alors, c'était très drôle pour tester les bandes. Mais quel ennui. Oui. Il y a 2 semaines, j'ai fait une partie de Warcry. J'ai passé une après-midi à me fendre la poire, à jouer, à passer un bon moment. C'était extraordinaire. Et c'est cool. Et est-ce que les logiciels, est-ce que ça fait un peu vieux con? Est-ce que la technologie c'est bien, mais en fait à l'arrivée, c'est des outils. Oui. Et il faut pas devenir sa scie, son marteau, sa caisse à outils. Mais tu sais, tu peux le voir au phénomène des jeux vidéo qui avait complètement occulté le jeu de rôle et les gens reviennent au jeu de rôle. Et continuent à jouer aux jeux vidéo. Attention, ça n'empêche pas. Mais tu vois, déjà, on essaie tous, faut dire, pendant 10 ans, le jeu de rôle est presque disparu. Hein. On s'est tous jetés sur les écrans. Hein. Ouais. Et puis après, on a besoin de retrouver un petit peu le contact. C'est marrant, maintenant ils font des jeux de rôle, des jeux vidéo, qui eux aussi à la base étaient inspirés des jeux vidéo, enfin des jeux de rôle. C'est hyper consanguin. Moi, ça me fait toujours bizarre quand je vois un jeu vidéo adapté en jeu de rôle. Surtout quand, je vais tirer à boulet rouge, mais bon, l'univers est cool. Fallout, l'univers est très cool. Ouais, l'univers est cool. Mais enfin, c'était déjà un jeu où tu pouvais vivre une aventure. Alors là, oui, effectivement, il y a MJ, on est entre potes, on peut. Bon, il y a quand même des trucs à faire parce que là, tu peux jouer à notre abri, etc. Ouais. Mais je me souviens du jeu de plateau Dark Souls. Ouais. C'est exactement la même chose, mais en physique. Ouais. Genre, pourquoi il m'avait pas raconté une autre histoire, un autre lieu au début de Dark Souls 1, on te raconte l'histoire des dieux qui s'étaient battus et tout. Pourquoi on joue pas à ce moment-là, tu vois? Et non, en fait, qu'est-ce que ça apporte à la licence? C'est inconsommable, c'est un produit dérivé. Ouais, c'est ça, un produit dérivé. Ouais. Et c'est un... Ouais. De toute façon, après, c'est un sujet, parce que tu vois, quand il faut même la série Fallout et tout, après, ça devient un produit marketing. Voilà, Fallout, moi, j'aime bien l'univers Fallout, pour ça, mais c'est vrai que bon, je suis curieux le jeu de rôle m'a un peu déçu, forcément, parce que
En fait, tu peux allumer ta console. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Par contre, Est-ce que tu as envie de prendre l'énergie de réunir des gens quand tu as juste à appuyer sur play? j'ai pris grand plaisir à le lire parce que j'étais dans mon univers, tu vois, mais ça m'a pas fait jouer les autres. Voilà. Mais après, voilà, on en revient à qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu veux les choses entre amis? Ouais. Et c'est là où le jeu de plateau Dark Souls est cool. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant que figuriniste, je peux peindre cet univers que j'aime bien, auquel j'ai pas le temps de jouer. Moi, je joue pas aux jeux vidéo, j'ai plus le temps, donc j'ai fait le choix. C'est soit figurine, soit jeux vidéo, c'est figurine. Donc du coup, c'est cool pour moi. Bon, les figurines, la qualité du plastique est pas ouf, mais c'est cool pour moi. Et c'est cool, par exemple, pour les gens qui n'ont pas le temps de jouer à Fallout, mais qui ont regardé plein de vidéos sur l'univers de Fallout et qui peuvent jouer en jeu de rôle. Et que ça leur permet de se réunir entre eux. Et voilà, moi, je dis un peu ce côté, et si on avait mis la même pognon et la même énergie dans une création originale, voilà. Donc, là, c'est le bon côté aigri, un peu, on est aussi des créatifs, mais, ouais, voilà. Une licence, c'est créatif. Et je vais pas dire le contraire, hein. Il paraît que je bosse sur l'Apple de Cthulhu. C'est une licence. Et j'ai illustré des trucs qui étaient sous licence. Je suis consommateur Game Workshop, faut pas déconner. Je suis très heureux quand je vois le nouveau Stormcast, le nouveau Space Marine, alors que c'est bon, les 30 000. Bien sûr, oui, ouais. Je suis pas... Voilà, je ne suis pas un saint. Je ne suis pas le consommateur parfait. Mais qui est parfait. Parce que je veux dire, bon, après, on a tous des moments où on craque et on achète des trucs qui sont même superflus parfois, parce que. Mais bon, voilà, c'est un peu l'esprit geek peut-être. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai acheté Curse City. Peut-être parce que les figurines sont belles, mais je sais toujours pas pourquoi. Je n'ai toujours pas joué. Je suis un acheteur compulsif aussi, moi. Je me suis réfréné, mais oui, on est d'accord. On est d'accord que il y a des fois, tu te dis, pourquoi j'ai cette On me dit souvent, mais c'est ça à quoi tout ce que t'as là? À me faire du bien. Voilà, à ne pas penser que mon existence finalement est peut-être complètement absurde, que à un moment je vais mourir comme un caca et qu'il faudra bien que j'ai eu le temps de compléter. Puis il faut bien que j'ai bossé comme un taré pour. Aujourd'hui, je suis très heureux. Je me plains souvent de ma condition parce que j'ai du mal à dessiner, etc. Mais je me rappelle souvent que je dessine pour m'acheter des filles. Ça va. Ça te suffit. De la passion pour de la passion, ça devrait bien se passer. Ouais, c'est bien. Bah, tu vois que t'es pas si pessimiste que ça. C'est vrai. Non, mais ça se travaille. J'ai un entourage proche qui m'apprend à devenir optimiste. Ouais, ok. Bah, Loïc, merci. Merci à vous. Depuis le temps. C'était un plaisir, c'est un plaisir. Donc, on va suivre de près Inachevé. On va attendre que ça soit achevé pour le lire d'ailleurs. Voilà. C'était un peu nul comme truc, mais c'est bon. Écoute, non, il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, il a l'air bien, ton pas fini le jeu, donc ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, ouais. Voilà. Mais au pire, si ça marche pas, Inachevé pas très bien son nom. Tu pourras le mettre dans un tiroir et faire inachevé d'inachevé. Toi, tu l'as fait pour de vrai. Tu feras un inachevé d'inachevé. C'est ça. Voilà. Bah, merci Loïc. Merci à vous. Mais bon salon, hein. Et puis merci aux youtubeurs. Voilà.